Donc moi je vais enchaîner pour vous dire un petit peu ce qu'il existe ailleurs. Alors il y a beaucoup de pays dans le monde évidemment. Il y en a pas, c'est pas une majorité de pays qui sont allés vers des aides actives à mourir, mais il y en a quand même un certain nombre, donc je ne vais pas faire le tour de tous les pays. Je vais essayer de vous donner un grand cadre, enfin des grands cadres pour que vous voyez un petit peu les différents modèles qui existent. Ce travail a été largement facilité par le fait que le Centre national de fin de vie et des soins palliatifs a publié en septembre dernier ce panorama sur les aides actives à mourir dans le monde. Et puis plus récemment, j'ai pris également quelques illustrations dans le document qui a été fait dans le cadre de la Convention citoyenne par le CESE. Donc cette thématique de la fin de vie est rendue complexe par différentes choses, notamment par les termes employés. Donc nous-mêmes, entre nous, si on fait le tour de cet amphithéâtre et qu'on s'interroge sur les différents termes que l'on a à manier, je ne suis pas certain qu'on ait tous exactement les mêmes définitions. Et à l'international, ça rend les choses encore évidemment plus complexes, même avec les pays francophones qui ne vont pas avoir exactement les mêmes sens pour les mêmes termes. Donc ce problème, il est prégnant à tel point que justement, dans le cadre de cette réflexion nationale, il y a un académicien qui a été chargé de piloter un groupe de travail, justement pour définir ces termes de la fin de vie. Alors moi, j'ai fait quelque chose d'assez simple, basique. Voilà un petit algorithme. On va dire en haut une action de tuer. Soit cette action est effectuée par un tiers. Soit cette action est effectuée par un tiers, sans demande de la personne, ça s'interdit dans tous les pays. Soit c'est la demande de la personne, et dans ce cas-là, on parlera souvent d'euthanasie. Lorsque l'action est effectuée par la personne elle-même, sans l'aide d'un tiers, on est dans le cas d'un suicide, et avec l'aide d'un tiers, on parlera davantage de suicide assisté. Je vais avancer. Donc, je vais commencer par les cadres législatifs dans différents pays. Cette frise chronologique va un petit peu servir de guide. On va commencer par la Suisse qui, finalement, a l'article de loi le plus ancien qui encadre ces pratiques. En fait, la Suisse a cet article, l'article 115, qui stipule que celui qui, poussé par un motif égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus et d'une peine pécuniaire. En fait, c'est un article qu'il faut lire un petit peu en négatif en disant que lorsque l'on n'est pas dans le cadre d'un mobile égoïste, eh bien, il n'y a pas de condamnation de l'assistance au suicide. Mais cet article, de ce que je comprends, a été finalement peu exploité, et dans les années 90, les parlementaires ont essayé d'encadrer avec cette notion du FI qui visait à autoriser l'euthanasie pour les personnes atteintes d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé, et faisant état d'une souffrance physique ou psychique intolérable. Suite à cette motion du FI, un groupe de travail va se mettre en place, qui va associer des spécialistes de droit, de médecine et d'éthique, et qui va produire un rapport qui va être suivi par le gouvernement. Ils vont faire un état des lieux un petit peu de ce qui existe à l'époque. Alors là, on va retrouver les différentes versions des définitions d'euthanasie qui ne sont pas forcément consensuelles et qu'on n'emploie pas beaucoup en France. Donc ils vont distinguer ce qu'ils appellent l'euthanasie active directe. Donc là, c'est un homicide dans le but d'abréger les souffrances d'une personne. À ce moment-là, elle était punissable par la loi. L'euthanasie active indirecte, c'est lorsque
lorsque, pour soulager les souffrances, les substances sont administrées dont les effets secondaires vont en fait hâter le décès. Cette forme d'euthanasie, à ce moment-là, n'est pas expressément réglée dans le code pénal, mais les directives de ce qui s'appelle l'Académie suisse des sciences médicales considèrent cette forme d'euthanasie comme admissible. Donc l'Académie suisse des sciences médicales, c'est une instance qui réunit des médecins et des chercheurs en sciences humaines qui émet des recommandations d'ordre éthique. L'euthanasie passive, elle est considérée comme permise, et l'assistance au suicide était à ce moment-là pas forcément bien définie. Alors, ce qui était noté, c'est celui qui, poussé par un lobby égoïste, prête assistance au suicide de quelqu'un, est punissable selon l'article 115, qu'on a vu précédemment, donc s'il y a un motif égoïste. Donc, sous-entendu que s'il n'y a pas de motif égoïste, il n'est pas puni. Et donc, les conclusions de ce groupe de travail vont être sur 4 niveaux. Ils vont insister sur l'importance de la médecine palliative. Ils vont consacrer le fait que l'euthanasie passive et active indirecte ne doivent pas être punissables. Et ils vont également confirmer l'interdiction de l'euthanasie active directe. Et donc leurs recommandations dans le domaine, donc elles sont publiées donc, par cette Académie suisse des sciences médicales. Là, c'est la dernière version de 2022 qui encadre un petit peu cette pratique. En fait, de leur point de vue, ça ne fait pas partie en fait des soins. Mettre fin à la vie d'un patient ne fait pas partie des soins. Et donc, lorsqu'un patient en fait la demande, ça ne fait pas partie des devoirs des soignants d'y répondre. Mais si un soignant veut accompagner un patient dans le cadre d'un suicide assisté, il le peut, mais ce sera à titre de citoyen, mais pas à titre de professionnel de santé. Alors, il y a des conditions qui doivent être vérifiées par un médecin. Donc ce sont ces 4 conditions. Il doit vérifier, le médecin, que le patient conserve une capacité de discernement, que le patient ait fait preuve d'une volonté indépendante, qu'il présente une souffrance extrême, et que les alternatives ont été présentées au patient. En pratique, comment ça se passe en Suisse? Il y a donc les personnes qui souhaitent réaliser un suicide assisté se tournent vers notamment une association qui s'appelle Exit. Et dans leur parcours, il y a donc le médecin qui va vérifier que les conditions sont respectées et qui va prescrire un barbiturique. Et c'est le patient qui va faire le geste lui-même d'administration, donc on est dans le cadre d'un suicide assisté. Donc en Suisse, ce qui est autorisé, c'est le suicide assisté, mais l'euthanasie reste interdite par la loi. Le deuxième exemple un petit peu qui fait un peu fonction d'archétype, c'est l'Oregon. Donc l'Oregon, ça survient également dans un contexte dans les années 70 où la question des aides actives à mourir ont été médiatisées, notamment au travers de cette personne, le docteur Jacques Kevorkian, qui se vantait d'avoir réalisé 130 suicides assistés dans les années 90. Il va être en partie condamné pour certains de ses actes. Et ça va faire, on va dire, agiter un petit peu le débat public à cette époque. Et puis l'Oregon, donc c'est cet État qui est à l'ouest des États-Unis. C'est un État qui a certaines particularités, qui est un État plutôt libéral au sens nord-américain du terme. C'est un État qui, très tôt, a été parmi les premiers États à instituer des référendums et des propositions de loi d'initiative citoyenne. Et donc c'est dans le cadre de cette législation, une proposition de loi d'initiative citoyenne, que dans les années 90,
va être proposé, donc le Death with Dignity Act, qui va être adopté d'une courte majorité, puis confirmé lors d'un second référendum en 1997. Par la suite, plusieurs autres États des États-Unis vont suivre le modèle de l'Oregon, donc à peu de choses près, ils vont adopter à peu près la même législation. Donc les critères d'éligibilité pour l'Oregon, donc il faut que le patient soit majeur, il faut qu'il soit capable, dans le sens qu'il ait une capacité de prendre et de communiquer ses décisions concernant sa santé aux professionnels. Il doit être habitant du territoire pour éviter une sorte de nomadisme sur le sujet. Il doit avoir été diagnostiqué par un médecin responsable et un médecin consultant d'une maladie en phase terminale. Et il doit avoir exprimé volontairement son souhait de mourir de manière écrite et réitérée. Donc, sur l'Oregon, on est donc sur le modèle d'un suicide assisté. Autre pays qui va un petit peu marquer également d'autres évolutions, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas, de la même manière, ils vont avoir ce débat public qui va s'agiter dans les années 70, notamment avec ce cas qui avait été médiatisé où un docteur avait administré une dose mortelle de morphine à sa mère, qui présentait, de ce que l'on comprend, vivait dans les séquelles d'un AVC. Donc c'est un procès qui va être très médiatisé et finalement le médecin va être condamné à une peine plutôt symbolique. Et puis il va y avoir différentes voix qui vont s'élever pour dire que il n'est plus juste de prolonger sans espoir de guérison la vie d'une personne qui souffre cruellement. D'autres cas vont intervenir, et puis c'est au tout début des années 2000 que le Pays-Bas va adopter donc, sa loi sur l'interruption de vie. Dans ce cadre de cette loi, le médecin donc, doit avoir acquis la conviction que la demande du patient est volontaire et mûrement réfléchie. Il doit vérifier que les souffrances du patient sont sans perspective d'amélioration et insupportables, avoir informé le patient de sa situation et des perspectives, être arrivé à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable, avoir consulté un autre médecin indépendant, et puis pratiquer l'interruption de la vie avec la rigueur médicale qui est requise dans le cas. Très rapidement, après les Pays-Bas va suivre la Belgique, avec dans les années 90 un rapport sur le sujet produit par le comité consultatif de bioéthique, et en 2002, 3 lois qui sont relatives à la fin de vie. La première relative à l'euthanasie, la deuxième relative aux soins palliatifs, et la troisième relative aux droits du patient. Donc la loi de 2002 autorise le médecin à pratiquer une euthanasie s'il s'assure de 3 conditions essentielles. On a un patient majeur, capable, un petit peu comme on l'a vu dans le sens des lois précédentes, une demande formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, sans pression extérieure, et le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et avec une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Il y a l'obligation systématique d'informer le patient sur son état de santé, son espérance de vie, les options thérapeutiques et les suggestions de soins palliatifs. Nécessité de réaliser plusieurs entretiens espacés pour s'assurer de la persistance de la demande et de la souffrance. Il faut rencontrer l'équipe, le médecin qui s'en occupe doit rencontrer l'équipe soignante s'il en existe une autour du patient, les proches si le patient le souhaite, et puis consultation d'un deuxième médecin indépendant et compétent quant à la pathologie concernée. Ensuite, on arrive plus récemment au Canada et notamment la province de Québec, où l'autorisation de l'aide active va être discutée dans le cadre plus général d'un projet sur les soins de fin de vie. Alors la particularité avec le Canada, c'est que c'est un État
fédérale, et donc il va y avoir une évolution pas tout à fait synchrone entre certaines provinces puis la loi fédérale. Mais on va arriver autour de ces éléments, avec au niveau fédéral les critères requis pour cette aide active à mourir, être majeur, toujours à demande volontaire et par écrite, la maladie grave et incurable, des souffrances physiques ou psychologiques persistantes, et quelques modifications qui ont été apportées depuis, avec la notion de mort, par rapport au pronostic, de mort raisonnablement prévisible, et puis les questionnements autour des pathologies psychiatriques qui est intervenu dans un second temps. Alors, quelques chiffres. Donc, dans les différents États, il y a des rapports qui sont publiés sur ces différentes aides actives à mourir. Donc là, ce qu'on voit au Canada, c'est depuis l'introduction, l'augmentation du nombre de décès. Donc c'est souvent le cas, qu'on trouve dans les différents pays, avec au tout début la loi qui n'est pas connue ou bien des craintes qui existent. Puis avec notamment, comme je disais, au Canada, il y a eu un intervalle de temps où, même si c'était autorisé au niveau provincial, il y avait une crainte que ce soit condamné au niveau fédéral. Le pourcentage que représentent ces décès dans l'ensemble des mortalités. Alors c'est un pourcentage qui varie énormément selon les provinces, c'est un peu la même chose d'ailleurs aux Pays-Bas, mais on va dire en national on est autour de 5% des décès qui sont liés aux aides actives à mourir, donc que ce soit euthanasie ou suicide assisté. Les pathologies que présentent les patients ayant recours à ces aides actives à mourir, donc la première pathologie, ce sont les pathologies cancéreuses, puis cardiovasculaires, respiratoires et neurologiques. Dans les différents pays, on trouve à peu près ce classement. Pour ce qui est des pathologies neurologiques, l'essentiel, le plus gros effectif, c'est les sclérose latérale amyotrophique, suivi de Parkinson et de sclérose en plaques. Par tranche d'âge, c'est une population plutôt âgée, en tout cas on a des pics autour de 70 et 80 ans, 65-80 ans. Et les souffrances qui sont identifiées chez les patients, c'est en premier la perte de la capacité à s'engager dans des activités ressenties comme significatives, la perte de la capacité d'accomplir les activités de la vie quotidienne, le contrôle inadéquat de la douleur, la perte de la dignité, je n'avance pas plus sur le terme, on pourra en discuter plus tard, et puis le contrôle insuffisant de symptômes autres que la douleur. Alors, la question qui est toujours prégnante dans ces questions, dans ces domaines-là, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir un antagonisme entre les soins palliatifs et ces aides actives à mourir. Donc là, on voit que chez les personnes qui ont bénéficié d'une aide médicale à mourir, 80% des patients avaient reçu des soins palliatifs, et en négatif, il y a même 17% qui n'ont pas reçu de soins palliatifs. Et ici, de la même manière, pour 88%, les soins palliatifs étaient accessibles en cas de besoin. Donc en négatif, c'est quand même 12% pour qui les soins palliatifs n'étaient pas accessibles en cas de besoin. Alors le modèle de l'Oregon, c'est un petit peu particulier. Je vous ai dit, c'est un modèle de suicide assisté. Et donc c'est là où on parle de la fameuse kill pill. Donc les patients qui présentent les critères vont à un médecin, le médecin fait une prescription d'un médicament, cette prescription est valable quelque chose comme 6 mois, et après libre au patient de la prendre ou pas. Et donc là, c'est les données sur l'année 2021 où près de 400 patients ont reçu la prescription. Un peu plus de la moitié ont ingéré ce traitement. Ils ont tous décédé sauf un qui a repris conscience. 60 n'ont pas pris le traitement.
et sont décédés d'une autre cause. Il y en a qu'un, je ne sais pas pourquoi. Et pour 106, leur statut est inconnu, 37 sont décédés avec un statut inconnu, et puis 69 sont vraiment perdus. Ce qui est intéressant, c'est le décalage entre la prescription et ceux qui vont prendre effectivement le traitement. C'est ce qu'on voit sur ce graphe depuis l'introduction de la loi, avec, donc, comme dans tous les autres pays, comme je vous disais, comme lesquels ils étaient actifs à mourir, il y a une croissance des patients qui ont recours, et puis toujours plus de prescriptions que de décès en rapport. Pour la Belgique, c'est ce schéma-là, donc on passe de 200, 1000, et puis on met à peu près un chiffre qui semble se stabiliser autour de 2500 décès. Donc on est là aussi sur l'ordre de grandeur de 5% des décès. Donc si on fait une sorte de règle de 3 pour la France, en disant qu'en France on a 600 000 décès à peu près par an, 650 000, c'est à peu près l'équivalent de 10 000 c'est l'équivalent de 10 000 décès par an pour la France. Ici aussi, la fenêtre, la tranche d'âge est plutôt élevée, avec un pic modal entre 70 et 90 ans. Et alors ici, pour l'instant, ça c'est l'année, pour cette année-là, il n'y avait pas de mineurs, mais l'euthanasie est accessible aux mineurs. Les causes, là aussi on retrouve la pathologie carcinologique, puis après ça dépend comment on les rentre, mais les maladies neurologiques, cardiovasculaires et respiratoires. Les souffrances qui sont rapportées, majorité de souffrances mixtes physiques et psychiques, et voilà, pour 80% ce sont des souffrances mixtes. Donc en synthèse, c'est là où j'ai repris le document là, pour du conseil économique et environnemental. Pour le suicide assisté, on a commencé par ça. Il y a 3 pays, donc, 3 pays pour lesquels le suicide assisté est dépénalisé: la Suisse, les États-Unis, donc les 9 États et le district de Columbia, et l'Autriche. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsque le suicide assisté est autorisé, il n'y a pas automatiquement l'autorisation d'euthanasie. À l'inverse, dans les autres pays ici, ces 7 pays-là, l'autorisation de la dépénalisation de l'euthanasie va avec la dépénalisation du suicide assisté. Et puis dans d'autres pays, en fait, il n'y a pas encore de loi, mais il y a des décisions de justice qui ont été prononcées en faveur d'aide active à mourir. Dans tous ces pays, il y a des conditions. Donc généralement, on trouve, comme je vous ai montré, un patient majeur, une demande volontaire, réitérée, un patient conscient au moment de la demande, une notion de maladie grave incurable et la notion de souffrance insupportable. Après, il y a des variantes selon les pays. Pour ce qui est des professionnels de santé, il n'y a pas dans aucun pays, il n'y a une obligation à apporter cette aide active à mourir. Différents types de contrôles selon les pays, soit un contrôle a priori, soit un contrôle a posteriori. Ça varie. Et donc globalement, pour conclure, le schéma global, c'est dans les pays qui ont autorisé ces aides actives à mourir, il y a à la fois le fait que dans le débat entre l'autonomie et la solidarité, il semble que ce soit ce qui relève un peu du principe d'autonomie, le respect de l'autodétermination qui soit privilégié. Et puis il y a le fait d'avoir tranché dans le sens que l'aide active à mourir ferait partie des soins de vie. Les médecins ou les soignants ont différentes fonctions, donc la notion de s'assurer d'apporter une information au patient, s'assurer que le patient exprime une demande volontaire, et également s'assurer qu'on est dans le cadre de maladies graves et incurables. Voilà, je m'arrête là.